à ça, inondation, insalubrité, quelle est la meilleure méthode finalement pour résoudre cette question? Le problème est immense et les défis également restent immenses. Mais ce n'est pas pourtant impossible pour résoudre ces problèmes. Plusieurs chercheurs se sont présentés, mais jusque-là, le problème est loin d'être terminé. Aujourd'hui, votre émission, environ 50 justement, que j'ai l'honneur de vous présenter, nous emmène sur l'avenue des Huileries. Mais je ne suis pas seule, je me suis fait accompagner d'une grande équipe, mais également un expert sectoriel. Il s'agit de M. Jeff Mwanza qui va nous expliquer pourquoi à tout moment les caniveaux sont bouchés. Avec lui, nous allons parler en long et en large, essayer un peu de donner des éclairages sur ces problèmes. Bonjour Monsieur Jeff. Bonjour Madame. Comment vous allez? Merci. Voilà, aujourd'hui nous sommes sur l'avenue des Huileries. Comme vous pouvez le voir, en commençant par le boulevard, en allant vers le boulevard Triomphal, il n'est pas dit presque bouché, les caniveaux sont tous bouchés. Alors, nous sommes venus avec vous en tant qu'expert pour nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'à tout moment que les caniveaux soient bouchés. Merci beaucoup Madame Jenny pour la question et pour l'invitation sur l'avenue des Huileries pour vous expliquer de quoi il s'agit comme problème sur l'avenue des Huileries. Donc vous voyez très bien que non, là nous sommes juste sur le rond-point Huileries. Mais derrière nous, il y a l'eau qui stagne sur la chaussée. Et cette eau n'est pas sur la chaussée parce que la route n'est pas en béton ou parce que la route n'est pas en autre matériel. Mais cette route est inondée et remplie d'eau parce qu'il y a des caniveaux qui sont bouchés. Alors, pour vous faire comprendre maintenant quelle est la solution qu'on peut apporter face à cette problématique, nous vous avons présenté l'autre fois ce qu'on appelle le bac de rétention des solides. Alors, le bac de rétention des solides, nous allons le placer en amont de tel endroit. Par exemple, là, nous voyons que l'eau stagne sur la chaussée. C'est qu'il y a le sable qui s'est accumulé dans le caniveau. Donc, nous allons placer le bac juste avant là où l'eau stagne. Nous allons placer le bac et le bac maintenant va retenir le sable. Donc, je peux même vous montrer par les images. Vous voyez là, par exemple, ce que j'ai représenté, c'est un caniveau. Et ce caniveau on a aménagé depuis, on appelle ça le chambre de visite. Nous avons 3 chambres de visite. Et ces chambres de visite, nous allons placer le bac de rétention des solides. Et après avoir placé le bac de solides, quand il y a charriage, donc l'eau emporte le sable, tout le sable va tomber dans le bac de rétention. Vous allez voir sur la deuxième image que quand on place le bac de rétention, le sable tombe dans le bac de rétention et les travailleurs ne viendront pas s'introduire dans le caniveau ou ouvrir le caniveau comme ça se fait. Mais juste à la surface, on lit le bac de rétention, on le soulève et on déverse le sable dans un camion belge. Et le travail est fait. Comme ça, si le travail est fait à cette façon-là, l'eau va passer sans se retrouver sur la chaussée. Donc vous voyez là qu'on va maintenant prévenir les eaux stagnantes sur la chaussée. Parce que si on change même le poids, la chaussée en goudron, on le met en béton, ça sera juste changer juste une chose qui ne cause pas le poids, les inondations. Donc ce qui cause les inondations, c'est l'eau et c'est le sable qui engorge le caniveau. Donc pour retenir cette eau et ce sable, nous allons passer le bac de rétention. Leur nombre, je vais vous dire combien de bacs on peut placer. Et à ce moment-là, le bac peut retenir le sable. Voilà, nous allons revenir au nombre. Les cas par exemple de caniveaux comme celui-ci qui est en face de nous. D'une part, il y a des déchets plastiques, il y a des cartons, il y a également des sacs. Vous-même, vous êtes sur un sac rempli des immondices. Comment vont fonctionner ces bacs? Comment les placer? Bon, ces bacs vont fonctionner de cette manière. Par exemple, on avance un peu plus loin sur cabine. Des cabines vers le rond-point Huileries, on place 5 bacs de rétention des solides. Et quand tout le sable qui va quitter, parce que l'eau souvent qui passe coule sur ces caniveaux, peut charger de beaux vents. Donc ce sable-là va être retenu dans le bac de rétention qu'on va placer entre avenue Cabinda et le rond-point Huileries. Donc le sable va être retenu
l'eau va passer sur cet endroit sans causer de dégâts. Et combien de temps ça peut prendre? La réalisation du bac. Oui. En tout cas, le bac de rétention, on peut en fabriquer 10 par jour. Donc pour installer, on peut fabriquer 10 bacs par jour. La construction de chambres de visite, là où on peut placer le bac de rétention, ça peut prendre en moins de 10 jours. On construit les chambres de visite, on vient installer le bac de rétention et nous allons prévenir ces gens des dégâts sur notre environnement. Voilà, alors pour le problème des déchets, qu'est-ce que vous inventez? Parce que là, nous avons, je ne sais pas comment vous appelez, il y a des déchets organiques, des déchets non organiques. Je ne sais pas déjà quels sont les déchets organiques, quels sont les déchets non organiques. Par exemple, ici, nous avons les cartons. Là-bas, nous avons des bouteilles plastiques. Il y a un sac à côté ici. Admettons que tout ceci était à l'intérieur du caniveau. Qu'est-ce que vous avez inventé justement? Qu'est-ce que ces bacs ont inventé pour la gestion des déchets? Merci pour la question. Vous allez voir que non, l'eau coule, mais à la surface de l'eau, on a des déchets plastiques, de carton, tout ce que vous avez cité. Alors pour capter ce genre de déchets, on ne va pas utiliser les bacs de rétention des solides, parce que le bac de rétention des solides va être placé en bas. Et le bac de rétention va retenir que le sable. Maintenant, pour les déchets qu'on voit à la surface de l'eau, on va construire. On a inventé une cage appelée cage de rétention des solides. Cette cage est flottée d'un système de flottaison. Donc la cage va flotter sur l'eau et en même temps, elle capte le déchet qui flotte sur l'eau. Donc vous allez voir dans les images que non, la cage est fixe, mais elle est en train de retenir tous les déchets flottants.
avez dit tout à l'heure, là, tout au début, qu'il ne s'agit pas de construire de routes en béton ou, comment on appelle encore, en goudron, en bitume, voilà. Pourquoi? Bon, vous voyez, on est en train de commettre une erreur dans la vie, de construire presque toutes les routes en béton. Ce qui n'est pas vraiment bon pour l'environnement parce que les goudrons, il faut savoir que le goudron va agir. Nous sommes en Afrique et l'Afrique est très souvent ensoleillée. Donc la température est un peu plus élevée et le soleil frappe vraiment sur le pays, la RDC. Et construire les routes en béton va faire de sorte que les routes soient une source de réflexion de la lumière. Donc là, nous allons maintenant augmenter la quantité de la chaleur dans la ville. Mais même si on construit les routes en béton, le problème ne sera pas réglé. Parce que même si les routes étaient en béton, vous ne passez pas qu'une voiture, vous ne pouvez pas imaginer qu'une voiture peut passer ici à 50 km. Donc elle va ralentir pour passer. Et cela aussi va créer des embouteillages. Donc si on change les routes en béton, c'est parce que les constructeurs, ceux qui sont dans le domaine, n'ont pas trouvé des solutions face aux sables qui se sont accumulés. Parce que la cause, c'est le sable. On appelle ça ensablement. Donc il y a ensablement des caniveaux. Comme il y a ensablement des caniveaux, il faut s'attendre maintenant que non, ce sera tout à fait normal que l'eau puisse se retrouver sur la chaussée. Alors pour éviter cela, je vous ai présenté le bac d'irrigation des solides. On le place, le bac retient les sables et fait passer de l'eau. Mais comme l'eau charrie aussi, transporte aussi les déchets flottants, on place une cage flottante pour retenir les déchets flottants. Et tous les travailleurs qui vont utiliser ça vont être aussi protégés. Parce qu'envoyer les gens dans les caniveaux curés sans équipement de protection individuelle efficace, ça leur aussi expose aux maladies hydriques. Donc vous allez voir que non, dans les images que vous avez vues, on a effectué un curage sans pour autant descendre dans les caniveaux. Juste à la surface, on lit le bac, on le soulève et on déverse directement dans le bac d'irrigation. Pas le faire comme vous allez le voir, ça a été fait en 2023 et aussi chaque fois ça s'est fait. On cure, on déverse le sable sur la chaussée, on prend les dalles de recouvrement, on les place sur le trottoir. Cela vraiment nuit à l'environnement. Maintenant, nous avons proposé des matériaux, donc des produits qui sont à la fois écologiques et économiques pour ceux qui sont du domaine, donc les ingénieurs en génie civil. Alors, vous venez tout à l'heure de parler des agents, des équipements. Monsieur Jeff Mwanza, avez-vous une équipe qui peut gouvernement décider de vous octroyer ce marché? Exactement. Donc, les réalisations ou les prototypes que vous avez vus en train de faire une expérience ont été réalisés par nous-mêmes. Donc j'ai une équipe avec moi, nous avons réalisé et nous avons expérimenté. Donc cela ne demande pas même de chercher, non. J'ai déjà une équipe qui sont déjà prêts. Si le gouvernement accepte qu'on puisse équiper par exemple l'avenue des Tuileries, le boulevard du 30 juin, partout où ils vont nous proposer, nous sommes en mesure d'équiper le caniveau des bacs de rétention des solides pour éviter que l'eau stagne sur la chaussée pendant même la saison sèche. Vous voyez, on est pendant la saison sèche, mais l'eau stagne sur la chaussée. Mais il faut s'attendre que pendant la saison de pluie, qu'il y ait inondation. Ça sera tout à fait logique. Donc pour prévenir ce genre de dégâts, il faut avoir des bons outils pour prévenir ces dégâts. Est-ce qu'ils sont qualifiés? Monsieur Jeff, je vous dis, si ces problèmes persistent, c'est parce que nombreux sont venus avec leurs méthodes, avec leurs stratégies, mais il est vrai qu'aujourd'hui, rien n'est marché. Aucune méthode n'a marché. Vous voyez, la population continue de souffrir, tous les usagers continuent de souffrir, rien ne marche. Et même le gouvernement, qui doit à tout moment débloquer les financements pour tel autre projet, parfois ça décourage. Hein? Est-ce que votre équipe est qualifiée? C'est une équipe qualifiée. D'accord. Donc, vous allez le constater,
pour votre information, l'équipe que j'ai avec moi, la majorité sont des ingénieurs. Des ingénieurs déjà qualifiés et aussi des ingénieurs en formation. Moi-même qui vous parle, je suis assistant. J'ai dans mon équipe des ingénieurs que je suis en train de former. Donc, qui sont déjà aptes avec la formation qu'ils sont en train de recevoir, de réaliser le bac de rétention. Parce que même ceux qui ne sont pas qualifiés, les ingénieurs, mais ceux qui ont aussi la maîtrise de la mécanique, mais aussi de la technique, sont aussi dans l'équipe. Donc vous allez voir que non, nous n'avons pas besoin seulement des ingénieurs qualifiés, mais aussi de ceux qui ont aussi la maîtrise de la manutention de l'outil. Donc ce que vous voyez, ça a été déjà réalisé, expérimenté, approuvé même par le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda. Et d'autres autorités ont approuvé que les bacs de rétention et la cage flottante étaient la meilleure solution pour prévenir ces dégâts, les inondations, le délabrement des routes à cause des choses gagnantes. Et aussi tout ce qui en va avec le genre de dégâts. Monsieur Jeff, vous voyez ici, nous avons, je crois, d'une part ici, il y a des caniveaux fermés. Oui. De l'autre côté là-bas, c'est à ciel ouvert. Pourquoi construire d'un côté des caniveaux à ciel ouvert, d'autre côté des caniveaux fermés? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients, avantages? Il y a des inconvénients. Vous allez voir que ces genres de constructions se font souvent dans les pays non développés. Mais vous allez voir dans les pays développés, on ne construit pas on laisse pas les canalisations sur les caniveaux à ciel ouvert. Parce que c'est un risque pour les véhicules, mais aussi pour les piétons. C'est un risque. Donc pour prévenir ces genres de dégâts, on prévoit que le caniveau soit couvert. Mais ce que j'ai entendu dire est qu'ils construisent le caniveau à ciel ouvert pour faciliter le travail de curage. Donc au lieu qu'ils puissent encore enlever le dalle de recouvrement, donc le béton, curer et remettre, vous allez voir que même si on avance vers Kabamba, vous allez voir que les bétons sont déclassés. À force, chaque fois, retirer, remettre, ça s'abîme. Donc vous allez voir que les bacs sont déclassés. Donc si on place on recouvre les caniveaux, ils auront beaucoup plus de difficultés à retirer et à replacer. Maintenant, c'est qu'on propose que tous les caniveaux soient couverts. Même si ça coûte un budget, mais que le caniveau soit couvert. Ça va aussi gagner de l'espace sur nos voies. Mais aussi, quand le caniveau est couvert, qu'on puisse placer ce qu'on vient d'expliquer, le bac de rétention, pour extraire le sable. Parce que même si on recouvre, il y a le sable qui va s'accumuler. Si on ne trouve pas une solution pour les sables, vous allez voir qu'on va encore retirer et curer le caniveau et ça va encore endommager le gaz. Monsieur Jeff, nous avons deux problèmes. Le premier, c'est que le problème des inondations. Dernièrement, vous avez vu comment la ville a été inondée, Kinshasa a été inondée, beaucoup de familles ont été endeuillées, éprouvées, elles ont perdu l'un de leurs, elles ont perdu beaucoup de membres, vous voyez. D'un côté, il y a un problème de gestion des déchets. Vous voyez par exemple ces sacs ici. Donc ça veut dire tout simplement que quelqu'un a rassemblé ces immondices, mais il est venu les jeter devant ces caniveaux. Alors vous, quand vous allez venir avec vos bacs pour les installer ici, c'est quoi l'idée finale? Est-ce que vous avez une décharge? Vous avez un endroit où mettre tous ces déchets? Oui, exactement. Donc quand nous allons placer les bacs de rétention et les cages flottantes, on ne va pas le déverser sur la chaussée comme ça se fait, non. On va directement le déverser dans une baie. Donc il y aura la présence d'un camion gris, le camion qui soulève souvent les charges, un camion qui fait monter les charges et un camion pour le transport des matériaux curés. Donc on ne va pas déverser sur la chaussée comme vous le voyez, mais ça sera directement déversé dans un camion belge. Mais maintenant, pour le problème
de l'incivisme des riverains. Là maintenant, moi je ne vais pas condamner les riverains, mais je vais plutôt condamner ceux qui ont construit les caniveaux et les laisser ouverts, mais aussi ceux qui sont chargés de l'assainissement, qui ne placent pas les poubelles. Vous allez voir qu'on peut quitter Huilery jusqu'à la rivière Gombe, vers le camp de Foumoula. Il n'y a aucune poubelle. Mais vous allez voir à côté, il y a des vendeurs qui vendent. Où est-ce qu'ils vont jeter ces ordures? Nulle part. Donc on doit bien planifier tout cela. Placer le poubelle à côté, que les vendeurs qui ne sont pas chassés puissent déverser leur poubelle dans le bac, dans les poubelles. Pardon. Donc quand on place le bac, je ne vois pas une personne d'une bonne moralité jeter à côté d'un caniveau ou dans le caniveau. Aussi longtemps il y a une poubelle à côté. Donc si on place le poubelle, on couvre le caniveau, on place le bac de rétention, le problème sera résolu. On va crier, non, la population est civique, la population code. On va crier, mais ça ne résout aucun problème. Ce qu'il faut faire, il faut un plan déjà bien établi, trouver la solution pour les vendeurs, pour les passants, et aussi trouver la solution pour les sables. Parce que quand on va curer, vous allez voir qu'il y a, c'est du sable qu'on fait sortir. Vous n'allez pas aussi me dire que non, c'est les riverains qui sont venus jeter du sable. Parce que la cause majeure des inondations, c'est le sable, donc ensablement des caniveaux. Par exemple, ça, on a évacué, mais on les a laissés seulement là-bas. Le caniveau a été curé, mais le sable reste. Là, on peut voir que ça a pris même à peu près 1 mois que le caniveau a été curé, mais le sable est resté. Maintenant, le vendeur, le passant, vont aussi ajouter. Or, si on place le bac de rétention ici, on va soulever le bac, le vider dans un camion benne. Donc, tout sera intact. Rien ne sera démoli, rien ne sera donc endommagé. Ok, j'aimerais que vous puissiez aussi nous expliquer comment va se faire le travail des évacuations. Est-ce que ça va se faire tous les jours, mensuellement, annuellement? Comment va se faire? Les équipes vont commencer à passer à tout moment, à chaque heure, à chaque instant pour évacuer les déchets ou comment? Exactement. Donc c'est une question vraiment qui a été posée plusieurs fois. Comment vous allez faire? Combien de temps vont passer attendre les travailleurs pour venir évacuer les bacs de rétention? Donc là, c'est maintenant, c'est calculé. On sait que non, s'il plaît abondamment, supposons que le caniveau est assaini, donc il n'y a pas de sable, le caniveau est assaini. On place le bac de rétention. On sait que non, sur l'avenue des Huilery, quand il y a 2 ou 3 pluies, le caniveau est presque plein. Alors pour prévenir cela, on va d'abord déterminer la quantité du sable qu'on trouve, la durée que ça a pris, à l'assainissement jusqu'au remplissage, le temps ça a pris. On a le volume. Ce volume, on le divise par le nombre de bacs qu'on veut placer. Si on veut placer 10 bacs, on divise le volume du sable par le nombre de bacs. On peut aussi jouer sur le volume du bac. On peut augmenter le bac, mettre même 6 bacs au lieu de 10, mais de grandes dimensions maintenant. Donc c'est un peu ça la solution. Et maintenant là, ils vont déterminer, non. Comme nous avons phase de caniveau après un tel temps, donc nous allons passer par exemple, après 1, 2 pluies, on passe. Après 3 pluies, on passe. Donc ça sera ça le travail. Et ça ne sera pas coûteux. Parce que souvent, on me pose aussi la question sur le coût. Ça ne sera pas coûteux. Parce qu'une personne qui peut vous envoyer collecter même une poubelle, et une personne qui va faire ce travail pendant 1 mois, vous allez voir que la personne qui va curer ses caniveaux, parce que ça prend plus d'1 mois pour curer 1 kilomètre. Donc la personne qui va prendre 1 mois pour curer, vous allez beaucoup plus le payer. Et il risque même de tomber malade. Or, si on place le bac de rétention, on va envoyer les travailleurs juste en moins même d'1 heure.
toute la canalisation est curée et le travail est fait. Vous le payez ou soit, s'il est engagé à la fin du mois, vous le payez, tout est normal. Vous venez tout à l'heure là de nous dire que vous avez une équipe qualifiée, vous êtes sûr de votre équipe, vous nous avez parlé de vos compétences, vous êtes même enseignant. Déjà, c'est dans quelle université ou institut? C'est à l'Institut supérieur pédagogique et technique. Voilà, aujourd'hui, si vous aviez les marchés, une fois que vous aviez les marchés, est-ce que vous serez en mesure de couvrir ou bien de gérer tous les caniveaux qu'il y a dans ces pays? Exactement. Donc, quand nous avons déjà réalisé ces inventions, nous avons déjà pensé d'abord à l'ampleur, à la grandeur de la ville de Kinshasa qui est en train encore de s'étendre. Donc nous avons vu que non, pour résoudre ces problèmes, il faut telle invention. Et pour telle invention, nous avons planifié combien de personnes il faut avoir pour faire le curage, combien d'engins il faut avoir pour curer ça. Tout ça, ça se retrouve dans ce que nous avons appelé un business plan. Donc dans un business plan, tout cela est répertorié. Le nombre de personnes qu'on doit avoir, le nombre des engins, la surface à couvrir, tout cela est répertorié dans le business plan. La ville de Kinshasa a plusieurs projets sur l'assainissement, bien sûr, la gestion des déchets et tout consort. Alors, elle peut voir travailler en collaboration avec les PME, les ONG qui sont en mesure de passer de porte à porte pour ramasser les déchets et tout ça. Est-ce que ça va aussi être possible? Ça peut aussi vous intéresser de travailler en collaboration avec eux pour la gestion des déchets. Exactement. Vous voyez si ça pouvait aussi faciliter le travail. Exactement. Nous sommes ouverts à toute proposition ou tout projet qui va dans le sens de l'assainissement par rapport à nos inventions. Parce que déjà passer de maison en maison, collecter les déchets, ça va aussi réduire qu'on puisse voir les déchets dans nos ruelles, dans tout la ville. Les ONG ils vont passer, mais les ONG vont s'installer, par exemple, dans chaque quartier, dans chaque coin. Il y aura des points bien précis, bien ciblés, bien choisis pour ramasser, récolter tous ces déchets-là, vous voyez. Alors, vous allez aussi envoyer vos équipes pour venir une fois le projet et puis encore par le gouvernement, vous voyez. Vous allez aussi envoyer vos équipes pour passer de temps en temps, ramasser les déchets et tout. Alors, j'aimerais savoir si ça pourrait vous intéresser. Si ça vous intéresse, comment est-ce que ça peut vous intéresser? Comment est-ce que vous allez travailler pour essayer un peu de... Exactement. Souvent, les ONG que nous voyons n'ont pas de matériel approprié, comme je viens de le dire. Ils viennent avec des bêches. Il y a aussi ces problèmes-là. Les bêches pour curer. Ça, c'est vraiment mettre à la vie, la santé des travailleurs engagés. Donc, nous, même travailler dans le sens de produire pour eux nos inventions à une échelle un peu plus grande, on peut le faire. Sur tous les plans, on est ouvert. Même aussi vendre la propriété, donc le brevet de nos inventions, on peut aussi les vendre. Dans tous les sens, on est ouvert parce que tous ces dégâts que vous voyez sur l'environnement ne concernent pas seulement ceux qui effectuent ou ceux qui financent ou le gouvernement. Non, c'est tout le monde qui est concerné. Donc nous sommes prêts, si le marché vient dans ce sens, on peut leur donner nos inventions ou fabriquer pour eux sur l'envers parce que c'est aussi créer aussi de l'emploi parmi les jeunes. Parce que dans mon équipe, il y a beaucoup de jeunes. Je peux dire 90% ce sont des jeunes, malgré qu'il y a aussi des grands messieurs. Il y a des jeunes. Et nous accorder ce marché, c'est aussi réduire le taux de chômage des jeunes. Parce que même le président de la République l'a dit, et il va faire des jeunes millionnaires. Ces jeunes millionnaires-là n'est pas dit qu'il va distribuer des millions, mais c'est avec des projets qui peuvent faire évoluer, qui peuvent faire nous gagner de l'argent, qu'on doit se présenter, qu'on doit être ouvert, présenter ce genre de projets. Donc vos portes sont ouvertes. Exactement. Voilà, comment vous contacter, comment vous joindre? Oui, je suis sur WhatsApp. C'est 0+243 97 86 92 914. +243 97 86 92
914. Et aussi, l'adresse, c'est aussi, on est aussi à l'ISPT, s'ils veulent nous recevoir. Nous sommes en collaboration pour le moment, en collaboration avec l'atelier de l'ISPT Kinshasa, qui est situé sur l'avenue de la Science, à côté de l'école Institut technique et industriel de la République. Merci beaucoup, M. Jeff, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. D'accord, merci. À vous, madame, messieurs, merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Avant de partir, avant de se quitter, j'ai tenu d'abord à exprimer tous mes remerciements à l'équipe qui m'a accompagné, la grande équipe qui a été dirigée par le réal principal, Carly Mabiala. Au revoir, à très bientôt.